c'est ma meilleure entrée, je pense que j'aurai jamais mieux. Je sais, ça fait longtemps que j'avais promis la suite de la vidéo sur les clones de Tony Hawk. Mais comme vous pouvez le constater, ça m'a pris du temps pour tout rattraper. Dans la première vidéo, j'avais testé tous les clones de Tony Hawk Pro Skater de la période PS1. Conséquence directe du succès de la série Tony Hawk, notamment de Tony Hawk Pro Skater 2, on avait pu constater que faire un jeu à la Tony Hawk et reproduire la recette du succès n'était pas si simple, mais pas impossible non plus, que ce soit en skate, en vélo ou en trottinette. Enfin, nous nous étions quittés avec la fin de la PlayStation et l'annonce par Activision d'une gamme dédiée au sport extrême, le label Activision O2 et la promesse d'étendre le phénomène à d'autres sports extrêmes avec la sortie des consoles de la génération suivante. Et c'est justement ce qui nous attend dans cette vidéo un peu plus longue où nous allons revenir sur l'âge d'or du jeu de skate pour découvrir ce qui attendait les joueurs qui n'avaient pas Tony Hawk sur la boîte de leur jeu. Alors faites pas comme moi, mettez votre casque et vos protections parce qu'on s'élance de nouveau à la découverte des meilleurs et des pires clones de Tony Hawk Pro Skater. Mais avant de nous lancer, j'aimerais vous parler du sponsor de notre vidéo, la collection Gradius Origins de Konami. Vous aimez les shoot'em up? Alors vous êtes forcément fan de Gradius, la mythique série de shoot'em up de Konami qui fait son grand retour dans Gradius Origins, une compilation de classiques de l'arcade qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les racines du shoot'em up moderne dans 6 jeux légendaires qui ont fait le succès de la série Gradius et Salamander. À vous les plaisirs de ces piliers du shoot'em up en 2D, seul ou en coop, avec la présence des 3 premiers Gradius, mais aussi des jeux dérivés de la licence comme Life Force ou les excellents Salamander 1 et 2. Évitez les pluies de boulettes, récupérez des power-ups et inscrivez votre nom sur les tout nouveaux classements en ligne dans ces 6 monuments du shoot'em up classique. Et cerise sur le gâteau, cette collection vous propose aussi de jouer au tout nouveau Salamander 3, une suite tardive sur 6 stages avec des graphismes et des power-ups tels qu'ils étaient conçus à l'époque, sans parler d'une toute nouvelle soundtrack pour cet épisode inédit. Alors plongez au cœur des shoot'em up de Konami grâce à cette compilation de 6 jeux classiques, ainsi qu'un Salamander 3 totalement exclusif dans la collection Gradius Origins de Konami que je remercie pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ah, j'ai trouvé. Allez, on va commencer tranquillement par revoir les bases avec le tout premier jeu de skate de la PS2. ESPN X Games Skateboarding, sorti en 2001, quelques mois avant Tony Hawk Pro Skater 3, et qui, je le précise, n'a rien à voir avec le ESPN Extreme Games qu'on avait vu sur la PS1, simplement parce que la licence ESPN X Games est entre-temps passée chez Konami, qui avait l'intention de singer la série des Pro Skaters du mieux qu'il pouvait, avec évidemment la classique vidéo d'intro, ici sur une chanson de Linkin Park, ça déconne pas, et une fois dans le jeu, aucun doute, chez Konami on a bien pris connaissance de Tony Hawk Pro Skater, les skaters pros sont bien là, les flips et les grabs sont sur les mêmes boutons, les objectifs à remplir en temps limité aussi, tout y est. Mais comme on l'a vu avec Andy McDonald MTV Skateboarding dans la première vidéo, c'est pas forcément suffisant pour être un bon jeu de skate. Ici le jeu se divise en 2 modes, un mode arcade classique avec donc des objectifs éparpillés dans les niveaux, et un mode X Games vous permettant de participer au championnat du même nom. Alors ce dernier mode c'est une bonne idée sur le papier, mais c'est un peu répétitif à la longue, d'autant que les skateparks proposés sont pas tous super bien designés. Bon c'est pas grave, on va se concentrer sur le mode arcade où le but sera comme dans un Tony Hawk de remplir un maximum d'objectifs en temps limité. Une fois un objectif réussi, il est validé et vous pouvez vous concentrer sur les autres missions dans les runs suivantes. Malheureusement le souci que j'ai c'est la façon dont les objectifs sont éparpillés dans les niveaux. Un peu trop éparpillés même, surtout vu la taille gigantesque de certains niveaux. Et en soi, des grands niveaux c'est pas forcément un défaut à la base. Sauf quand les niveaux en question sont constitués de zones trop exiguës ou font preuve d'une verticalité trop peu pratique pour passer d'un bout à l'autre. Ce que évidemment nombre d'objectifs vont vous demander de faire en temps limité. Et alors certes vous avez une minimap pour vous aider, ça c'est pas mal, par contre vous n'aurez aucun contrôle sur la caméra et le deuxième stick vous servira seulement à changer de chanson, et ça pour le coup c'est vraiment pas top pour trouver et comprendre comment atteindre certains collectibles rapidement, puisque je le rappelle une nouvelle fois, tout est timé. C'est bête parce que ça partait sur de super bonnes bases. En fait le jeu est pas si mauvais manette en main, avec son feeling un tout petit peu plus terre à terre que les jeux dont il s'inspire. On saute un peu moins haut, on enchaîne les figures de façon plus réaliste, et même les animations sont un
un peu plus chiadé que ce que les Tony Hawk avaient connu jusqu'ici. Mais le problème, c'est qu'en dehors des high scores, les objectifs sont soit illisibles, soit trop bien planqués, soit trop éparpillés pour qu'on puisse les collecter en quelques runs. Il vous faudra quand même enchaîner énormément de runs pour finir chaque mission de chaque niveau, pour les terminer à 100%, et je comprends pourquoi ils ont fait ça puisque le jeu contient à peine 6 niveaux, dont un niveau sur le Titanic. Ouais, on est bien en 2001. Bon, pour un premier jeu de skate sur PS2, il est pas totalement nul, et disons qu'une fois habitué aux petites différences avec Tony Hawk, le jeu devient fun et peut devenir une bonne alternative, surtout sur une console où aucun jeu Tony Hawk n'est encore sorti, comme c'était le cas sur PS2 en 2001. Et dans ce contexte, c'est largement suffisant pour s'amuser en mode multijoueur, mais c'est quand même un peu frustrant et répétitif pour celui ou celle qui voudrait une bonne expérience de jeu en solo. C'est pas que le jeu est complètement nul, bien au contraire, mais avec seulement 6 niveaux et très peu de choses à débloquer, je dois dire que l'amusement est de courte durée. Ah, si seulement il y avait eu une suite. Il y a eu une suite. Evolution Skateboarding, sorti un an après sur PS2 et donc quelques mois après la sortie de Tony Hawk Pro Skater 3 et donc un peu avant celle de Tony Hawk Pro Skater 4. D'ailleurs, tout comme ce dernier, il sortira sur GameCube, contrairement à ESPN X Games qui n'était dispo que sur PS2. Et je vais pas vous mentir, Evolution Skateboarding, ce jeu m'a toujours intrigué à l'époque quand je le voyais dans les rayons de ma boutique de jeux vidéo, principalement à cause de l'arrière de sa boîte. Mais attends quoi, il y a un boss araignée géante? Ça doit être trop bien, je veux slider sur Arachné. Sauf qu'au final, j'ai quand même continué à acheter mes petits Tony Hawk. Alors du coup c'est le moment de découvrir après toutes ces années ce que vaut Evolution Skateboarding et ses boss de fin de niveau. Oui, mais ça ce sera après la cinématique d'intro de 12 minutes. C'est bien hein, sur GameCube ça prend juste que la moitié de la place sur le disque. Et c'est parti pour les grandes nouveautés telles que la création de personnages. Et ouais, un peu obligé hein, vu que Pro Skater 3 le proposait aussi. Et certes c'est un peu basique et on n'a pas énormément de choix en termes de coupe de cheveux, mais au moins on pourra pas leur reprocher l'absence de customisation. D'ailleurs le jeu nous propose aussi de customiser notre board et même de créer soi-même des tricks spéciaux, et ça c'est assez ouf parce que c'est dispo au moins un an avant que ça n'arrive dans la série Tony Hawk avec Tony Hawk's Underground. Et donc ça représente quand même déjà une grosse évolution skateboarding pour Evolution Skateboarding. Et ce sera bien la seule. En fait tout le moteur du premier jeu ESPN est repris quasiment à l'identique, sans véritable amélioration notable. Regardez, même la minimap est toujours là. Les niveaux sont encore un peu plus vastes, mais les objectifs toujours un peu plus éparpillés. En fait parfois le temps alloué pour chaque niveau ne nous permet même pas d'en atteindre le bout, sachant que les niveaux sont ici plus verticaux que dans le jeu précédent et requièrent donc un peu plus de précision et de subtilité pour être traversés. Et ça c'est pas du tout la philosophie d'un jeu Tony Hawk où ce qui est fun c'est justement de traverser la majeure partie du niveau à toute allure, avec quand même à côté quelques défis un tout petit peu plus exigeants pour accéder à des zones cachées ou aux cassettes secrètes. Et dans Evolution Skateboarding c'est un peu l'inverse, avec très peu de zones jouables instinctivement et beaucoup de zones accessibles uniquement après avoir franchi un énorme vide, réussi un très long slide ou même effectué parfaitement une série de transferts. Et c'est pour ça que le jeu est constamment très proche de la formule Tony Hawk, mais sans la petite touche de magie dans son level design. Et bon, on aurait pu s'arrêter là. Sauf que non, le jeu est très généreux dans ce qu'il propose en plus de sa formule. Outre la customisation, ce sont des boss de fin de niveau qui font leur apparition, comme ce tank insupportable ici, et aussi ce camion qui est un peu plus facile à terminer, et puis évidemment l'araignée géante qui elle-même fait partie d'un niveau aux couleurs de Castlevania. Et ouais, vous pouvez choisir un Belmont comme personnage jouable, affronter Dracula et son armée de mort à coups de kickflip dans son château, le tout sur la musique de Vampire Killer, en plus de pouvoir affronter cette fameuse araignée géante à la fin. Et ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment j'aurais imaginé que cette araignée à l'arrière de la boîte pouvait provenir d'un niveau bonus dédié à Castlevania, ni imaginer pouvoir débloquer Frogger tel qu'il était à l'époque de son revival sur PS2, tout comme je ne m'attendais pas non plus à pouvoir skater sur Big Shell avec Raiden ou Solid Snake. Et oui, si ça vous rappelle quelque chose, c'est parce que ce niveau avait été inclus comme bonus dans la version Substance de Metal Gear Solid 2, sorti un mois après Evolution Skateboarding. Et ouais, c'était l'époque où Konami mettait du Castlevania et du MGS dans tout ce qu'il créait, comme on avait pu le voir dans ma vidéo sur les clones de Smash Bros. Alors ça rend pas le jeu bien, hein, mais au moins on s'en souvient. Bon, ce qui est dommage quand même, c'est qu'on s'en souvienne comme étant le Tony Hawk de Solid Snake, alors que le jeu est aussi le Tony Hawk de Simon Belmont. Et bon, même si c'est pas aussi bien qu'un Tony Hawk, on peut au moins leur accorder une certaine dose d'originalité par rapport au premier jeu, rien que sur les thématiques des niveaux et les personnages jouables, vu que le premier manquait clairement de contenu. Quant au boss, bah je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ça avait déjà été fait dans le deuxième jeu Math of Man et c'était déjà un peu naze. Alors bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux ou tout simplement si ça a vraiment sa place dans un jeu de skate. Pourtant une chose est sûre, Evolution Skateboarding avait eu du flair sur l'aspect personnalisation des skates et des tricks qui allait devenir par la suite une étape très
très importante dans la vie des jeux Tony Hawk. Next! Dans la série, que sont-ils devenus depuis la PS1? Prenons un peu des nouvelles de The Axis. On sait déjà qu'après Thrasher, Skate and Destroy, ils étaient passés du skate au BMX pour donner vie aux jeux vidéo de Dave Mirra pour le compte d'Acclaim, sans doute parce que côté skate, Tony Hawk était impossible à déloger. Habile. Malheureusement, l'année suivant la sortie de Dave Mirra Freestyle BMX chez Acclaim, un jeu qui était déjà relativement proche de la formule des Tony Hawk, Activision va leur couper l'herbe sous les pédales et lancer leur propre jeu de BMX, le fameux Math of Man, utilisant le moteur de Tony Hawk Pro Skater 2, et donc un clone pur et dur, et surtout figure de proue de leur toute nouvelle gamme de jeux de sport extrême, Activision O2. Et forcément, ce Math of Man Pro BMX, il est complètement intestable, surtout quand on compare au Dave Mirra de The Axis, et même à sa suite déjà commandée par Acclaim. Et justement, Dave Mirra 2 va beaucoup souffrir de la comparaison avec les jeux Activision, et décidément, c'est une série noire pour The Axis qui, je le rappelle, avait commencé leur incursion dans le monde des jeux de skate avant l'arrivée du premier Tony Hawk. Du coup, ils vont se sentir légitimes et ils vont rien lâcher. Et bon, ok, le skate s'est pris, le BMX Activision leur a piqué, et qu'à cela ne tienne, il reste encore le roller qui n'avait pas encore été passé à la moulinette du jeu de sport extrême moderne. Très malin. Et c'est donc parti pour Aggressive Inline featuring Ty Chris. Ouais, il y a Ty Chris dans le jeu, exactement comme dans l'été de tous les records. Et en fait, Acclaim, ils vont tout miser sur ce nouveau Tony Hawk Killer avec la grande star sur la jaquette, une sortie sur toutes les plateformes y compris la GBA, et son tout nouveau label sorti pour l'occasion, aka Acclaim, censé concurrencer la gamme O2 d'Activision. Et ça se ressent d'autant plus quand on met le disque dans la console avec son petit sketch façon early internet. Et oui, moi aussi j'aime beaucoup le film 35 heures c'est déjà trop. Bon, rassurez-vous, c'est tout de même suivi de sa traditionnelle intro clip sur fond de Hoobastank, bien new metal, bien guitare, bien cool kid. On peut choisir son personnage parmi les champions de roller disponibles, et oui, que des champions, parce que si vous voulez jouer avec une fille, il faudra vous rabattre vers un personnage fictif, car les championnes de roller n'existent pas. Pourtant, j'étais bien sûr et certain d'avoir déjà vu des championnes de roller, genre Fabiola da Silva, qui cartonnait les X-Games depuis plus de 5 ans quand le jeu est sorti, mais tant pis, on se retrouve quand même avec Jordan et Chrissy. Regarde, c'est Christy Beaufion. Bon, c'est pas grave, de toute manière j'avais décidé de prendre Ty Chris. S'ensuit un tuto un tout petit peu long, où on vous explique en détail comment rouler en avant, en arrière, sauter, faire des tricks, mais aussi comment utiliser ce qu'ils appellent des vaults, c'est-à-dire tout un tas de petites interactions avec l'environnement, comme tourner autour des poteaux ou de barres parallèles au sol. Une grosse nouveauté par rapport à un Tony Hawk classique qui permet de parcourir les niveaux de façon un peu différente. Et dans cette optique, on retrouve aussi le skitchin, le fait de s'accrocher à l'arrière d'un véhicule qui est ici bien présent, et ce 2 ans avant qu'on ne le connaisse dans la série Tony Hawk avec Tony Hawk's Underground. D'ailleurs ici, la façon dont se déroulent les objectifs est un peu différente. Une base de mission est déjà présentée dans la liste à votre arrivée dans le niveau, comme des scores à atteindre ou des gaps particuliers, mais il y a aussi toute une sélection de missions supplémentaires que vous pouvez activer en parlant à certains personnages dans chaque niveau. Oui, exactement comme dans Tony Hawk Pro Skater 4, qui, je le rappelle, n'était pas encore sorti cette année-là. Et ouais, certaines missions vous font même activer quelques gags et changer la topographie de certains niveaux. Pour vous dire, Aggressive Inline possède même un système de statistiques similaire à ce que la série des Tony Hawk allait connaître par la suite. Attendez, au final c'est peut-être Tony Hawk le clone d'Aggressive Inline? Non, je déconne, rassurez-vous, c'est pas le cas. C'est juste qu'Aggressive Inline propose autant de bonnes idées que de mauvaises idées dans la continuité de ce que leur Dave Mirra proposait déjà. Surtout que dans le jeu, il y a quand même des choix assez impardonnables. Par exemple le manual qui demande un horrible timing pour être validé, surtout après un revert. Puis en fait ils ont eu la très mauvaise idée de faire reposer chaque partie sur un système de juice. Ouais, la barre en haut à gauche ce n'est pas qu'une barre de spécial, mais c'est aussi une barre de vie. Une barre de vie qui réduit quand tu fais une chute, une barre de vie que tu dois faire remonter ou que tu peux même agrandir en attrapant les petits items de jus de fruits, certes, mais malheureusement une barre de vie quand même, du genre qui te lance un écran de game over quand tu la vides. Oh non! Oh non, pas ça! Bon, c'est dommage parce que le reste du jeu est plutôt bien fourni, avec des niveaux ni trop grands ni pas assez que l'on peut même parcourir sans timer. Les chronos sont réservés à certaines missions données par des personnages et le reste du temps, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour remplir certains objectifs. Et en vrai, si on oublie le système de game over insupportable, les personnages féminins sans doute balancés dans le jeu au dernier moment, et les quelques niveaux qui font un peu doublon, on a quand même 3 décors d'usines différentes, je dois dire qu'Aggressive Inline est plutôt impressionnant pour toutes les features qu'il apporte et qu'on ne verra pas dans les jeux Tony Hawk avant les 2 voire 3 opus qui ont suivi. Et c'est d'autant plus impressionnant pour un premier jeu de roller qui aurait pu donner une suite encore plus fun et soignée que celui-là. Malheureusement, le jeu n'aura pas de suite. Et tout ce à quoi on aura droit, c'est Rolling, un autre jeu de roller sorti 1 an plus tard par un autre studio et qui lui pour le coup est un vrai clone de Tony Hawk bête et méchant qui n'a rien de ce qu'essayait d'apporter Aggressive Inline à ce genre de jeu. Et puis bon, si ce jeu avait une suite, ça nous aurait peut-être évité ce désastre. Parce qu'en fait, après Aggressive Inline, The Axis va se remettre à bosser sur
sur leur série phare, j'ai nommé Dave Mirra. Normal, hein, les deux premiers jeux s'étaient plutôt bien vendus et avaient plutôt bonne presse. Et oui, même avec Matt Hoffman dans les parages, Dave Mirra Freestyle BMX 2 avait plutôt été bien reçu. En tout cas, mieux reçu que Bike Street Vert Dirt par exemple. Et oui, je sais, là vous avez l'impression que j'invente au fur et à mesure, mais non, promis, tout ça est bien réel. Le marché des jeux de sport extrême était saturé. Et ouais, vous allez jamais me croire, mais Midway aussi avait son propre label spécial sport extrême. Midway Asylum. Bon, c'est pas beaucoup mieux que AK Acclaim. Et justement, entre ce nouveau label, le succès de la série des Tony Hawk et autres SSX ou Downhill Domination en parallèle, des jeux qui devenaient de plus en plus subversifs et rebelles, se rapprochant épisode après épisode un peu plus d'un jeu officiel Jackass, et bah dans ce contexte, pour bien vendre ce Dave Mirra 3, il aura bien fallu trouver de nouvelles idées. Alors pour commencer, on va mettre plein d'éléments pour personnaliser son rider, ouais, normal. Un mode carrière scénarisé, ok, classique mais efficace. Et oh tiens, bah si on mettait des stripteaseuses dans notre jeu de BMX. Attends, quoi? Trop tard, c'est déjà fait, et Acclaim a décidé de le renommer BMX XXX, c'est-à-dire un des jeux les plus poisseux de la PS2 si The Guy Game n'avait pas existé. Et oui, je vous en parle parce que j'ai fait une vidéo sur The Guy Game, le jeu illégal de la PS2, mais vu que je ne peux pas la diffuser sur YouTube, elle n'est dispo qu'en bonus pour les Patreons. Et si je vous dis ça, c'est d'ailleurs qu'un jour je compte bien faire pareil pour BMX XXX, vu que le jeu est à peu près claim partout. Oui, par exemple, sachez que vous n'avez pas le droit de jouer à BMX XXX sur Twitch. Il fait partie de la liste officielle des jeux qu'il est interdit de streamer sur cette plateforme. Ouais, du coup, il aurait peut-être mieux valu se contenter d'un Aggressive Inline 2. C'est clair qu'en voyant le résultat, on se dit forcément qu'il aurait été préférable qu'il se contente de faire une bonne suite à ce jeu de roller déjà pas mal, mais surtout qu'il y avait un potentiel de maboule et qui proposait des features qui changeaient vraiment la donne pour son époque. Parce que ce premier épisode n'était pas excessivement mauvais, loin de là, mais il possède quand même une tonne de défauts qui auraient mérité d'être corrigés dans une vraie bonne suite. Et au final, ça reste tout de même une alternative à Tony Hawk assez moyenne, mais loin d'être la pire qu'on va être amené à croiser dans cette vidéo. Pas la meilleure non plus, mais une alternative pas trop dégueu si on n'avait pas de Tony Hawk sous la main à l'époque. Et oui, une alternative c'est très bien, mais comment dire, en Big 2003, c'était juste plus suffisant pour vendre un jeu de sport extrême. Attendez, j'explique. Si je suis aussi peu indulgent avec les clones de Tony Hawk que nous avons parcouru jusqu'ici, c'est parce que je n'ai pas précisé une information essentielle. L'information, c'est qu'entre Tony Hawk Pro Skater 2 et Tony Hawk Pro Skater 3, et donc entre la PS1 et la PS2, il y a eu une sorte d'énorme gouffre qui a séparé ces deux générations. Un gap qui s'appelle la Dreamcast. Et ouais, si vous l'aviez pas remarqué avant, la toute dernière console de Sega était clairement née sous le signe de la planche à roulettes. Le succès des premiers Tony Hawk y étant sans doute pour quelque chose. Chez Activision, ils seront d'ailleurs les premiers conviés à la fête, avec la ressortie de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 sur Dreamcast un peu après les versions PlayStation. Sans doute dans leurs versions les plus chiadées et agréables à émuler aujourd'hui, avec leurs textures toutes propres et leur boost de polygones sur les personnages. Et puis sur la même console, il y avait aussi Trick Style, le jeu de Overboard exclusif à la Dreamcast qui aujourd'hui est beaucoup plus resté célèbre pour sa campagne de pub malodorante que pour ses qualités intrinsèques. Personnellement, je me souviens très clairement avoir retourné la démo dans tous les sens mais sans jamais l'acheter, ce qui en dit déjà beaucoup sur ce que j'en pense. Et ouais, le jeu est pas top, principalement parce qu'ils ont abusé sur l'inertie des hoverboards. Du coup, le jeu fait preuve d'une certaine lourdeur, voire de latence dans les commandes, ce qui rend le tout très difficile à jouer. Après, le bon côté, c'est qu'on sent que le jeu veut s'éloigner au plus possible de la concurrence avec ses commandes d'accélération et de frein, ainsi que sa physique qui colle au mur, mais bon, on sent bien que Tony Hawk est passé par là quelques années avant, et il aurait peut-être fallu s'en tenir à ce qui marchait déjà plutôt que de vouloir réinventer la roue une deuxième fois. Alors c'est raté, ok, mais en même temps je lui pardonne, parce que c'est un des tout premiers jeux de Criterion, les papas de la série Burnout. Donc au vu des heures de fun qu'ils nous ont crafté pendant les années qui ont suivi, bah, je pense que ça va, hein, on peut facilement leur pardonner Trick Style. Mais par contre, ce qui est impardonnable pour tous ces clones de Tony Hawk sur la PS2, c'est qu'ils sont tous passés après Jet Set Radio. Et oui, rien qu'avec Jet Set Radio, on redonne une nouvelle dimension au jeu de grind en s'éloignant encore un peu plus du jeu de sport pur et dur. Alors oui, c'est loin d'être un clone formel, mais Jet Set Radio est sans conteste un jeu post-Tony Hawk qui ne fait qu'emprunter un chemin déjà pavé par ce dernier pour mieux révolutionner la formule, notamment dans la taille des niveaux proposés et aussi dans l'aspect customisation puisqu'on pouvait déjà créer ses propres graffitis dans le jeu. Bon, j'ai déjà fait une vidéo très complète sur les deux Jet Set Radio que je vous invite à aller revoir, mais si vous avez la flemme, pour résumer, je dirais tout simplement que Jet Set Radio c'est une étape importante pour le genre et qu'à partir de ce moment-là, être un jeu de sport de glisse, aussi bien qu'il puisse être, ce n'est plus suffisant. Oui, je veux dire, à partir de ce moment-là, même Sonic, il slide dans ses propres jeux vidéo, donc c'est pas comme si être un bon jeu de skate suffisait pour sortir du lot. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'au moment de la sortie de la PS2, le skate n'est plus une niche, mais un vrai phénomène, et cela se reflète alors dans les jeux vidéo en général, qui n'ont plus besoin d'être des jeux de sport pour proposer des phases en skate. Même s'il faut dire que ces phases en skate sont souvent à des années-lumière du fun immédiat que proposaient les vrais jeux Tony Hawk. Alors que de leur côté, la plupart des clones de Tony Hawk qu'on a pu croiser jusqu'ici se contentaient justement
d'essayer d'être des jeux de skate. Alors pour certains, même ça c'était trop dur, mais pour d'autres, comme Aggressive Inline ou Dave Mirra par exemple, je trouve ça dommage qu'il ne se soit jamais extirpé de la formule de jeu de sport un peu fun de laquelle Jet Set Radio nous avait définitivement fait sortir. Pour preuve, même la licence Tony Hawk allait très vite abandonner cette formule avec les Tony Hawk's Underground qui eux aussi cumuleront de nouvelles idées à superposer à la couche de jeu de glisse afin de rester pertinents sur cette génération de consoles. Et en vérité, je trouve ça fou qu'à l'époque, certains studios n'aient pas vu le vent tourner en faveur de jeux de sport plus scénarisés et construits par rapport à l'ancienne formule à base de simples objectifs. Mais rassurez-vous, il y a quand même certains jeux qui ont essayé d'aller sur le terrain de Jet Set Radio et d'un jeu plus scénarisé. Et comment dire... essayer c'est le mot. À commencer par Airblade sorti en 2001 et suite spirituelle du trick style de la Dreamcast. Alors ce jeu de Criterion est toujours centré autour des hoverboards comme le premier, mais cette fois il propose un vrai scénario assaisonné de cinématiques pour une aventure au cœur d'un futur proche où le hoverboard vient d'être inventé. Bon alors de l'aveu même des développeurs, ils se sont évidemment inspirés de Retour vers le futur et ouais, au premier abord le jeu est plutôt sympa avec son intro qui dépote et ses voix françaises qui se coupent la parole. Bon, eh bien, on leur donne. Hors de question, idiot. Dans ce jeu, vous êtes poursuivi justement parce que tout le monde convoite la planche que vous avez sous les pieds, sans doute parce que cette fois-ci elle est bien plus maniable que dans Trick Style. Alors il est possible de prendre de la vitesse, de faire des figures et même quelques acrobaties autour des poteaux, comme dans Aggressive Inline, et le but du jeu sera donc de parcourir les niveaux pour remplir différents objectifs, comme par exemple se débarrasser des agents de sécurité, réussir une série de grinds, rejoindre une partie définie de chaque niveau, ou même détruire quelques billboards publicitaires, confirmation s'il le fallait qu'on est bien dans un jeu Criterion. Ouais mais du coup c'est quel bouton pour lancer Crash FM? Et attention hein, je demande pas ça parce que le niveau joue toujours la même musique en boucle hein. Enfin peut-être que si, mais à l'heure actuelle c'est pas mon plus gros problème. Non, le vrai souci c'est que la board elle fait un peu ce qu'elle veut et que même si c'est un tout petit peu plus souple que Trick Style, et même si le mapping des boutons ressemble un peu plus à celui des Tony Hawk, ça reste quand même assez compliqué de faire preuve de précision tellement les contrôles sont flottants et les directions sont un peu molles. D'ailleurs n'espérez pas vous arrêter rapidement pour prendre le temps d'anticiper votre direction puisque c'est juste impossible en poussant le stick vers l'arrière. En fait pour vous arrêter il faudra appuyer sur le bouton du frein pour perdre de la vitesse jusqu'à arrêt complet et donc perdre un temps fou pour vous arrêter, puis encore quelques secondes pour retrouver votre vitesse d'origine. Alors bon, je passe le premier objectif tranquille tout en essayant de comprendre comment utiliser au mieux mon hoverboard, surtout que le deuxième stick ne sert pas à diriger la caméra et donc impossible d'anticiper vraiment où aller autrement qu'en suivant la flèche en haut de l'écran. En plus les sauts sont peu permissifs et d'ailleurs j'ai un peu de mal à passer le tout premier saut sur un des premiers objectifs quand il fallait éliminer les snipers en hauteur et donc enchaîner quelques stunts pour atteindre des parties supérieures du niveau. Non, vraiment j'ai galéré sur le premier saut. Bon, et du coup le deuxième saut aussi parce que ma board rebondit partout sur les murs. Et le problème c'est que quand tu tombes tu dois te retaper tout le chemin à l'envers et fin du timer. Bon très bien, je vais reprendre à la mission des snipers. Ah non, négatif. Que nenni! Le jeu te fait tout reprendre depuis le premier objectif du niveau. Et surtout, il est impossible de choisir dans quel ordre remplir les objectifs des niveaux. En fait, ici, c'est suis la flèche et tais-toi. Et vous devrez finir les objectifs dans l'ordre déterminé par le jeu pour savoir lequel est le suivant. C'est le jeu qui décide dans quel ordre vous remplissez les objectifs, ce qui est juste horrible. Et alors oui, avec un peu de persévérance, j'ai réussi à passer les snipers, mais 2 objectifs plus tard, je me retrouvais encore à galérer, à arriver au bout du timer et à devoir tout recommencer. Bon, au final, quelques heures plus tard, j'ai enfin réussi, la planque mission terminée. Et non sans heurts, hein, cependant pour le deuxième niveau, c'était exactement pareil, pas de checkpoint, des objectifs à faire dans un ordre précis, et un chrono certes qui s'allonge de 20 secondes pour chaque objectif rempli, mais qui n'est largement pas suffisant pour tout accomplir sans tout connaître par cœur. Et c'est exactement pour ça que depuis le premier Tony Hawk, on peut choisir de faire les objectifs dans l'ordre qu'on veut. C'est aussi pour ça que dans Tony Hawk, une fois qu'on a accompli chaque objectif, il est rayé de la liste, et c'est aussi pour ça que le chrono des jeux Tony Hawk ne vous oblige pas à tout faire en une seule run. Certes c'est un défi à réaliser, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire pour débloquer le niveau suivant. Et malheureusement dans Airblade, votre pire ennemi ce n'est pas la corpo qui vous poursuit, ce n'est pas non plus votre hoverboard qui rebondit dans tous les sens, non votre pire ennemi ce sera surtout le chrono, car ici tout vous fait perdre du temps, qu'on parle des poteaux qui acceptent une fois sur deux que vous accrochiez, de la board qui ne veut pas coller au grind d'assez loin, mais surtout des chutes au ralenti interminables. Et alors j'ai été jusqu'au niveau de l'usine, mais je me suis arrêté là, après je pouvais plus. Et visiblement j'ai bien fait parce que les niveaux suivants se déroulent au sommet des immeubles de la ville où chaque erreur équivaut à une chute dans le vide et donc un redémarrage complet du niveau. Et non vraiment désolé, je vous aime beaucoup mais jamais de la vie je m'impose ça. Le jeu est beaucoup trop frustrant à jouer sans save state et le moteur de jeu est beaucoup trop imprécis pour que ce soit agréable. La totalité des niveaux que j'ai dépassés, je les ai finis en les apprenant par cœur. Et j'ai l'impression que le jeu s'attend à ce que vous deviniez quoi faire ou comment atteindre chaque objectif en quelques millièmes de seconde, alors que pour atteindre certains endroits du jeu pour certaines missions, il m'a vraiment fallu quelques heures de test et de temps
tentative. Et vraiment, malgré le côté attirant du scénario et de l'univers, je ne vous le conseille vraiment pas. En plus, j'ai vu la fin sur YouTube et en vérité, il y a même pas de fin. Tu sauves ton ami, tu mets KO le président de la corpo et générique de fin. Par contre, ça débloque un tout nouveau mode avec des objectifs que tu peux remplir dans l'ordre que tu veux. Et ça, pour moi, c'est la preuve qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et qu'ils ont mis en place ce système pour rallonger la durée de vie du jeu. Et c'est dommage parce que l'idée sur le papier, elle était très bonne et elle aurait pu donner un mélange parfait entre le challenge de la verticalité de Jet Set Radio et le game feel d'un Tony Hawk qui te donne envie d'essayer et de réessayer pour atteindre un objectif. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le jeu n'arrive jamais à atteindre ce niveau de qualité. Bon après, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Skate Attack. Alors celui-là, je suis prêt à parier qu'il y en a très peu d'entre vous qui le connaissent, mais je préfère vous avertir, ça n'a pas l'air aussi bien que ça pourrait paraître. Je sais qu'un jeu de skate à la Tony Hawk ou Jet Set Radio avec un scénario complet, une DA très Y2K peut sembler être une bonne alternative à Airblade, mais attendez un peu et vous comprendrez pourquoi le jeu est loin d'être agréable à jouer. Alors ce ne sont pas les contrôles le problème, hein. Ici tout est calé sur le mapping des boutons de Tony Hawk, avec le saut sur croix, les flips sur carré et même le manual en faisant haut et bas avec la direction. Ce n'est pas le scénar non plus qui est nul, parce que même s'il est assez basique avec son histoire de virus qui rend les robots méchants, c'est certes un peu classique mais efficace, et ce ne sont pas les objectifs qui sont boring non plus, avec une bonne variété de missions comme récupérer des objets en un seul combo, taper le meilleur score ou même détruire les robots avec une espèce de homing attack à la Sonic. Et enfin ce ne sont pas les niveaux qui sont trop grands, puisque malgré leur taille, ils restent totalement navigables grâce à la map en 3D totalement empruntée à Jet Set Radio Future. Vraiment non, de ce côté-là, tout va bien. Alors qu'est-ce qui va pas? Bah tout le reste. Alors déjà, premier red flag, on a une barre de vie sous forme de cœur qu'il est tout de même possible de recharger grâce aux gouttes de sang disséminées dans les niveaux. Oui, hein, des gouttes de sang et pas des cœurs, je sais pas pourquoi. On a aussi plein d'erreurs typiques des clones de Tony Hawk qu'on a déjà vu précédemment, comme les combos commencés avant la fin du chrono qui ne sont pas pris en compte après la fin de ce dernier. En parlant de ça, les chronos auraient été plutôt bien dosés si seulement l'intégralité de la map ne faisait pas tout pour vous empêcher de skater. Entre les attaques de robots et les lasers qui vous visent de loin, c'est très difficile de faire un combo sans qu'il soit interrompu par un ennemi du jeu, ce qui rend toutes les épreuves chronométrées beaucoup plus tendues qu'elles ne devraient l'être. Et ce n'est pas le nombre très limité de figures qu'il est possible de sortir qui arrangera le problème. Surtout que même si les boutons sont configurés comme dans Tony Hawk, le gameplay, lui, est loin d'être aussi précis et fin que la série d'Activision, et il est difficile parfois de simplement grinder d'une ligne à l'autre tant les directions sont imprécises et l'orientation des sauts difficile à anticiper. À croire que le jeu n'a pas été fait pour la manette PS2, genre comme si le jeu avait été fait pour la Wii. Mais parce que c'est un jeu fait pour la Wii. Et ouais, son vrai nom c'était Skate City Heroes et il était même compatible avec la Wii Balance Board. Autant vous dire que je comprends mieux pourquoi les directions étaient un peu bizarres sur la version PS2. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur la PS2 et les jeux qui mélangent Jet Set Radio et Tony Hawk, on peut aussi citer Yanya Kabbalista, un jeu aussi joli qu'il est nul manette en main, et qu'on ne va pas vraiment traiter aujourd'hui parce que c'est plutôt un clone de Top Skater et de Street Skater. Non, par contre, vous savez, on peut trouver énormément de clones de Tony Hawk, bah tout simplement à la source, chez Activision. Activision, toujours les meilleurs pour exploiter leur propre filon avec la fameuse gamme O2 dédiée au sport extrême et à leur personnalité mythique, et ce dès la sortie de Tony Hawk Pro Skater 3, avec pour introduire cette gamme les 2 premiers épisodes de Matt Hoffman, mais aussi le premier nouveau jeu associé à ce label et dédié au snowboard, Sean Palmer Pro Snowboarder, qu'il ne faut pas confondre avec Sean White Snowboarding, Sean White Skateboarding, Sean le Mouton, Shaun of the Dead et bien sûr Heavy Rain. Bon, la première chose rigolote, c'est que Sean Palmer, il était à l'époque plutôt connu pour sa carrière de pro du VTT. Mais je comprends que c'était difficile de faire un Sean Palmer extrême VTT quand on a un Matt Hoffman Pro BMX déjà sorti la même année. Alors vu que Sean faisait aussi du snowboard, ils ont décidé de lui faire un jeu de snowboard, toujours avec le moteur de Tony Hawk. Et donc la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce que ça marche bien un jeu de snowboard avec le moteur des Tony Hawk? Bah oui, ça marche bien. Effectivement, c'est plutôt pas mal, ça se joue un peu pareil que Tony Hawk et c'est tout aussi agréable à prendre en main. Et au final, est-ce que c'est mieux que SSX? Ah bah non, forcément c'est moins fun que le disco trip proposé par SSX Tricky à la même époque. Ça va moins vite, c'est moins grandiloquent et les descentes sont moins intéressantes à parcourir. Surtout qu'on reste sur un système d'objectifs chronométrés à la Tony Hawk, sauf que dans ce cas-ci, si vous ratez quelque chose, il vous faudra trouver une remontée mécanique et vous retaper une bonne partie de la descente avant de pouvoir réessayer, ce qui rend le tout légèrement frustrant et qui était la raison pour laquelle Neversoft avait complètement supprimé les niveaux de downhill du premier Tony Hawk. Mais au moins on a la possibilité de customiser son personnage comme dans Tony Hawk Pro Skater 3 et il y a même un cheat code pour tout débloquer, ce qui permet d'avoir accès à tout le contenu débloquable tel que ou même les traditionnelles vidéos de chute qu'on apprécie tant. En bref, un jeu sympa aux bases solides mais qui manque sans doute un peu de peaufinage et de contenu pour être à la hauteur de la concurrence, mais qui se vendra quand même assez pour qu'Activision prévoit directement une suite. Next, Kelly Slater Pro Surfer, développé par le très talentueux studio
Treyarch, dont on a parlé plus d'une fois ici. C'est sorti en 2002, soit la même année que Tony Hawk Pro Skater 4, pour un jeu cette fois-ci très centré autour de sa star. De l'intro du jeu aux différentes cinématiques qui ponctuent le déblocage de chaque nouveau niveau, où l'on peut entendre Kelly nous raconter sa vision du surf, de la liberté et de la valeur intérieure de la vague tant convoitée. Il nous explique comment il atteint la paix intérieure en communiquant avec l'esprit de l'océan. Aucun homme normalement constitué ne pourrait résister à l'envie d'aller passer un mois aux Bahamas avec ce bibelot. Je n'ai jamais vu ça. Je connais pas un mec qui pourrait lui résister. Trop cool. Bon, par contre, visiblement, le surf aussi, c'est un truc de bonhomme, vu qu'on a qu'une seule professionnelle du surf qui est jouable, Lisa Anderson, pour une tonne de mecs jouables à côté. Et en fait, c'est le cas de beaucoup d'autres jeux, mais là, je trouve ça particulièrement dommage parce que dans sa bio, cette dernière explique bien que c'est toujours difficile de se faire une place dans le monde du surf pour une femme, et souligne bien les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans ce milieu. Tom, si l'ironie était faite de framboises, nous aurions de quoi faire un certain nombre de tartelettes. Bon, côté gameplay, le jeu est très particulier et un peu plus éloigné de ce qu'était Tony Hawk à la base, même si on garde les bases du moteur. D'ailleurs, je trouve que le tuto, même s'il est un peu long, il est très bien foutu pour comprendre les rudiments du surf virtuel. Et je dois avouer que je me suis bien pris au jeu en découvrant cette petite perle de la gamme O2, avec son système simple et sa physique très satisfaisante en termes de feeling. Je reconnais que les premiers essais peuvent être un peu frustrants et que la prise en main est plus laborieuse qu'un simple jeu de skate, mais si vous avez l'habitude de jouer à Tony Hawk, ça devrait plutôt vous plaire, et si on met plus longtemps à masteriser son surf, je dois dire que réussir des séries de tricks est particulièrement jouissif. Tout comme rentrer et sortir du tube avec la caméra dynamique conçue pour sublimer visuellement chaque étape de votre run. Et en plus de ça, l'eau du jeu est plutôt réussie visuellement si on la compare à la neige du jeu précédent. Mais encore une fois, ce qui l'empêche d'être un grand classique, c'est surtout le manque de contenu. Le jeu propose pourtant un très grand nombre de plages différentes, avec parfois des obstacles pour pimenter chaque run, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose qui différencie une vague d'une autre vague. Et les classiques objectifs à remplir ne se renouvellent pas énormément. Alors on débloque des nouvelles plages, des nouvelles planches et même de nouveaux surfeurs, et notamment Tony Hawk himself, mais au bout de 3 ou 4 niveaux, on commence à avoir saisi le principe et on a un peu la sensation de faire toujours la même chose. Ici, c'est du fall and retry et on a tendance à un peu anticiper les lignes de combo qu'on souhaite faire, peu importe la vague qui se présente devant nous, sans trop réfléchir. Et ce, avec vraiment très peu d'éléments extérieurs pour apporter un peu de variété. Heureusement, il nous reste quand même quelques cheat codes, cette fois sponsorisés par Nokia, pour apporter un peu de folie au jeu, parce que sinon ce serait quand même encore une fois très léger par rapport au contenu proposé par Tony Hawk Pro Skater 3 et 4. Surtout pour un jeu qui se veut un peu plus proche de la simulation par son aspect un peu plus technique. Et justement, je me dis que peut-être qu'il aurait été un peu plus mémorable s'il avait été un peu plus fun et un peu plus arcade. Un peu comme Sean Murray Pro Ski Nautique, Sean Murray Pro Wakeboarding, ou plutôt Wakeboarding Unleashed featuring Sean Murray, puisqu'en 2003 quand le jeu sort, Tony Hawk n'est plus trop pro skater, il est plutôt underground, alors pourquoi ne pas faire de Sean Murray un wakeboarder complètement unleashed comme Sonic ou la Force? Mais je sais pas où je vais avec cette vanne. Bon alors on continue le bingo des studios d'Activision qu'on connaît bien, puisque c'est Shabba Games qui s'est occupé du jeu. Oui, le même Shabba Games dont on avait parlé dans la précédente vidéo sur les clones de Tony Hawk sur la PS1. Et bah dites-vous qu'il signe sans doute le plus intéressant de tous les jeux de la gamme O2. Concrètement dans Wakeboarding Unleashed, on est à mi-chemin entre l'aspect arcade d'un pro snowboarder mais avec la sensation de glisse ultra agréable d'un pro surfeur. Avec en bonus des effets d'eau et de vagues encore plus réussis. Et résultat, bah on s'amuse immédiatement. Même pas besoin de tuto, tout ce que vous avez besoin de savoir c'est qu'il est possible de lâcher et rattraper la corde avec laquelle on vous tracte. Et pour le reste, c'est tout comme dans Tony Hawk. Les figures, les grinds et même les manuals s'enchaînent, et même si certains objectifs vous demanderont quelques essais, on s'amuse tout de même à glisser sur chaque parcours qui regorge de chemins alternatifs et de passages secrets dans des niveaux qui ont tous leur petite originalité. Vraiment, hein, je rigole pas, c'est une vraie pépite. Les niveaux sont rigolos, la soundtrack est bien fournie, et le seul défaut que je lui trouverais, c'est l'IA du bateau qui a parfois un peu de mal à vous suivre si vous faites un peu trop le foufou. Mais en fait, c'est pas très grave parce que vous pouvez jouer à deux, ce qui veut dire que vous pouvez laisser les clés du bateau à votre deuxième joueur pour un mode de coopération où c'est lui qui conduit le bateau et vous qui surfez. Et si vous n'avez pas d'amis, sachez qu'une fois le jeu fini, vous pouvez débloquer une board auto-propulsée qui vous permet de surfer où vous voulez sans vous soucier du bateau. Board auto-propulsée qui est évidemment débloquable avec des cheat codes, tout comme l'intégralité des personnages, niveaux et vidéos cachées, comme dans tout bon Tony Hawk qui se respecte. Ouais, je m'attendais pas du tout à cette belle surprise en découvrant le jeu pour la première fois, mais je dois dire que je suis surpris puisque techniquement c'est le dernier clone de Tony Hawk dans cette gamme O2. Ouais, malheureusement on n'a plus jamais entendu parler de Sean Palmer Pro Snowboarder 2, et le dernier jeu qui était prévu, Travis Pastrana Pro Moto X, s'est vu lui aussi renommé et est devenu MTX Moto Tracks, sorti en 2004, un clone de Tony Hawk certes, mais sans mention aucune du label O2 qui s'était éteint en 2003. Et malheureusement, un seul vrai bon jeu si on exclut les Tony Hawk qui existaient déjà avant, c'est pas un excellent bilan pour cette sous-division d'Activision qui ne s'est créée qu'en réponse au label EA Big créé en 2000 pour le premier SSX.
Et d'ailleurs, on va s'arrêter un instant dessus parce que c'est vachement important pour la suite. EA Big, c'est le label d'Electronic Arts dédié au sport extrême, fantaisiste ou underground, sur lequel sont sortis tout un tas de bangers légendaires tels que NBA Street ou Def Jam Vendetta, mais aussi, et on le sait peu, tout un tas de clones de SSX qui réutilisent une version modifiée de son moteur pour mettre en avant d'autres sports où on fait des courses de glisse, comme par exemple le Sledstorm, le SSX des motoneiges, Freakstyle, le SSX des motos pas neige, ou encore Shox, la voiture qui respire. Et ouais, de leur côté, EA Big, ils vont pas se contenter de réutiliser ce qui avait été créé pour SSX. Ils vont aussi reprendre la formule au maximum en se reposant sur des concepts déjà en place comme le jeu de course par exemple, ce que les studios bossant pour Activision avaient tout l'air de vouloir éviter en proposant des expériences assez inédites voire totalement originales. Mais ce qui est important de noter, c'est que chez Electronic Arts, tous les jeux que j'ai cités sont des excellents jeux. Ouais, même Shox en vrai est un excellent jeu de rallye, qu'on s'aperçoive de la parenté avec SSX ou non. Et si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour tenter de répondre à la question qui me taraude désormais. Pourquoi ils ont pas proposé ça aux développeurs du jeu de skate des Simpsons? The Simpsons Skateboarding, développé par Code Monkeys pour le compte d'Electronic Arts, mais du coup sans le moteur des SSX. Et bah ça se voit, hein, par où commencer, la caméra qui a toujours 2 secondes de retard sur toute l'action, ou les rotations qui sont vraiment pas précises, les grinds qui sont pas toujours acceptés pour une raison que j'ai jamais réussi à comprendre. Non mais c'est sans appel, hein, visiblement eux on leur a pas prêté le moteur des SSX et c'est bien dommage. Alors certes on retrouve la VF rigolote des Simpsons avec des doubleurs qui font ce qu'ils peuvent pour dire le nom des figures correctement, mais tout le reste vous pouvez le jeter à la poubelle tant le jeu n'apporte rien en dehors de ce que les clones de Tony Hawk proposent déjà mais en version gerbotron. Et si vous êtes un grand fan des Simpsons et que vous avez envie de vous infliger des allers-retours et des missions de collectathon dans Springfield, allez-y, hein, c'est pas moi qui vous en empêchera, parce que bon, même si c'est très désagréable et très frustrant, le jeu reste jouable à peu près sans s'endormir. Ouais, là on va passer au jeu complètement soporifique, donc c'est parti pour un petit quick and dirty. Rocket Power sur GameCube, alors c'est à moitié un jeu de plateforme et un jeu de skate, mais surtout c'est clairement beaucoup plus un clone de California Games que de Tony Hawk. Alors je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais moi j'ai failli m'endormir 2 fois pendant l'intro du jeu. Go Go Hyper Grind. Alors celui-là il est sorti sur GameCube et PS2 par Atlus. Oui, Atlus a sorti un jeu de skate. Alors lui pour le coup niveau maniabilité c'est un vrai clone de Tony Hawk, mais dans un contexte d'univers de cartoon. C'est 100% scénarisé avec une histoire de guerre entre les toons et les images de synthèse, et en termes de valeur ajoutée, tout est basé sur le fait que vous jouez un toon dans un monde de toons. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un clone de Tony Hawk plutôt moyen, mais où vous pouvez vous faire torturer pour ajouter du score à vos combos. Les différentes missions du jeu sont beaucoup basées là-dessus, et c'est plutôt original, même si bon, le cel shading est pas terrible et les objectifs pas très originaux, mais que voulez-vous, il a l'air d'avoir été conçu plutôt comme un party game à 4, et ok, je vois, le jeu a essayé d'être le Smash Bros ou le Cell Damage du jeu de skateboard, et c'est un peu raté. Skateboard Madness, Extreme Edition. Un clone de Tony Hawk sur la PS2 développé par Phoenix Games. Ouais, les rois du shovelware de l'époque. Et bon bah, pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est nul à yesh. Alors c'est limite pas terminé, mais en même temps, de leur propre aveu, Phoenix Games développait tous leurs jeux en moins de 6 mois, et on sait très bien que c'était juste pour avoir un produit qui ressemble à un autre jeu connu, en l'occurrence Tony Hawk, pour être amalgamé avec ce dernier entre le rayon choucroute et le rayon soda. Et certes c'est nul, mais c'est pas inintéressant parce que tout ça c'est un véritable marché parallèle qui mériterait sa propre vidéo. Non, si vous voulez vraiment vous tenter un truc, essayez plutôt Wheel Tour, c'est pas parfait, mais ça a le mérite d'être un jeu qui est terminé. Bon, et puis faut que je vous raconte la fois où Disney voulait absolument son propre jeu de skate. Ça a commencé avec Dingo Extreme Skateboarding, que vous avez peut-être connu au hasard d'un paquet de céréales et qui était développé par Chrome Studio, un petit studio australien qui n'avait jamais fait de jeu de skate avant ça. Résultat, c'est un des pires clones de Tony Hawk auxquels j'ai pu jouer, principalement parce que tout est très lent dans le jeu, j'en garde pas un super souvenir et à mon avis vous non plus, et c'est justement sans doute dans le but de faire oublier ce premier affront que Disney va dès l'année suivante commander un nouveau jeu de skateboard, mais cette fois-ci ils ne vont pas faire la même erreur puisqu'ils vont s'adresser à des vrais professionnels du jeu de skateboard qui utiliseront le moteur de leur jeu phare qui avait déjà fait ses preuves. Tony Hawk Evolution Skateboarding. Disney Extreme Sport Skateboarding, c'est donc sorti en 2002 et oui c'est bien le moteur du Evolution Skateboarding de Konami dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et bon bah je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est encore moins bien que le jeu de base alors que pourtant ça commençait plutôt pas mal. En fait, le problème du jeu, c'était le même qu'Evolution Skateboarding, des niveaux beaucoup trop grands et un chrono trop court. Les objectifs sont trop longs à remplir, si longs qu'on finit par en faire un seul par session, et ce, malgré la minimap qui est toujours là, soi-disant pour nous aider. Puis, je sais pas si c'est pour rendre le jeu plus facile, mais tout a été un peu ralenti par rapport au jeu d'origine. De la vitesse où on roule à celle des slides. En plus, pour un jeu Disney, je trouve le jeu assez difficile à prendre en main, voire exigeant par moment, puisque rien n'a été changé depuis Evolution. Et en tout cas, le jeu n'est pas du tout indulgent vu la verticalité de certains niveaux. Et en fait, le problème,
c'est que ce jeu, bien qu'il soit sorti après, n'apporte rien à la formule des jeux de skate de Konami, en dehors des personnages de Disney. D'ailleurs, même les thématiques des niveaux n'ont pas trop de rapport. Et on se demande vraiment ce que foutent les personnages Disney dans ce jeu de skate random. Heureusement que Disney voulait vraiment son jeu de skate. Et ouais, parce qu'après l'échec tout relatif de ce Disney Extreme Sport Skateboarding, surtout quand on le compare à tout le reste de la gamme Disney Extreme Sports, Disney va encore commander un autre jeu de skate pour 2003, mais cette fois-ci, plus question de faire d'erreur. Parce qu'en fait, depuis le début, ce qu'ils veulent, c'est pas un simple jeu de skate. Ce que Disney veut, c'est LE jeu de skate. Et donc, ils vont directement aller s'adresser au saint patron du jeu de skate, Activision, qui confiera à Toys for Bob le moteur de jeu de Neversoft pour développer le bien nommé Disney Extreme Skate Adventure. Et mon dieu, quelle bonne idée! On retrouve le moteur et tous les systèmes qui ont fait le succès de Tony Hawk Pro Skater 4 dans un enrobage dédié aux films Disney et Pixar, puisque Mickey était déjà sous contrat avec Konami. Mais surtout, pour l'occasion, Disney et Activision vont organiser une gigantesque compétition de skateboard aux États-Unis, à l'issue de laquelle quelques skateurs juniors prometteurs ont gagné le droit d'être jouables dans le jeu, et ce pour mettre en avant le mode solo de Disney Extreme Skate Adventure qui vous propose même de créer votre personnage. Une fois que celui-ci est créé, vous pourrez skater Hollywood, le premier gigantesque niveau du jeu. Et là tout de suite, la paternité avec Tony Hawk Pro Skater 4 se fait ressentir, même si les contrôles ont été largement simplifiés pour convenir aux plus jeunes. Ici, les manuals s'activent d'un seul bouton et les slides s'enchaînent tout seuls d'un bout à l'autre de la ville sans nécessiter de maîtriser parfaitement tous les timings. De quoi faire des tonnes de tricks dans cette ville qui sert en plus de hub et dans lequel vous devrez, à la façon de Tony Hawk Pro Skater 4, effectuer un certain nombre de missions pour récupérer des lettres skate, faire du score ou récupérer des objets auprès des différentes grandes figures de la ville, comme l'épicier, le Captain Salty, Monsieur Nokia ou même McDonald's. Et oui, c'est le placement produit qui vous donne l'émission, mais malgré ça, j'ai quand même envie de manger le burger interdit. Et c'est pas tout. Dans ce hub, vous trouverez aussi de petites pellicules de films qui vous transporteront dans les différents niveaux du jeu, tous inspirés par les licences mises à l'honneur dans le jeu. Toy Story, Tarzan et Le Roi Lion. 3 niveaux par univers Disney et 4 personnages jouables à débloquer, tous avec leur propre mission inédite et leur collectible à retrouver dans la plus pure tradition des jeux Tony Hawk. Et croyez-moi, certains de ces niveaux font partie des meilleurs niveaux de la série, comme la chambre d'Andy par exemple, qui fait depuis partie des classiques de la série Tony Hawk, tant il est fun à jouer. Et pendant très longtemps, le seul reproche que j'avais à faire à ce jeu, ça a été justement de penser que les commandes simplifiées du jeu étaient un peu limitées, et qu'elles m'empêchaient de pleinement apprécier le jeu en tant que fan de Tony Hawk. Sauf que non, en fait, regardez, je l'ai découvert un peu tardivement, mais on peut activer les commandes pro et jouer au jeu exactement comme à n'importe quel jeu Tony Hawk. Je vous raconte même pas l'état d'excitation dans lequel j'étais le jour où j'ai découvert ça. Bah ouais, à l'époque c'était un jeu Tony Hawk par an, alors le fait de savoir que j'allais pouvoir en déboîter un deuxième en attendant la sortie de Tony Hawk's Underground, en plus avec des personnages de Disney et de Pixar tous doublés en VF avec les vraies voix des films, non mais entre ça et la soundtrack impeccable bourrée de tubes de l'époque, là c'était trop pour mon petit cerveau. Et je pense que si Activision n'avait jamais sorti les 2 Tony Hawk's Underground, Disney Extreme Skate Adventure aurait pu devenir mon jeu préféré de la série. Et d'ailleurs il est clairement très haut dans ma tier list encore aujourd'hui, en témoigne le nombre de fois où je l'ai streamé sur ma chaîne Twitch. Et oui, même si Tony n'est pas jouable dans le jeu, ce jeu est quand même bien plus qu'un simple clone. C'est clairement un jeu de la série Tony Hawk à part entière. Appelez-le comme vous voulez, Tony Hawk 4.5 ou Tony Hawk Ski d'édition, je m'en fous. Mais surtout, n'oubliez jamais ce jeu quand vous parlez de la série, parce que pour beaucoup de personnes, ça a été leur première incursion dans ce système de jeu si particulier, voire même dans l'univers du skateboard en général. Et plus qu'un simple jeu Disney, ce Extreme Skate Adventure est pour beaucoup leur première expérience avec la série des Tony Hawk Pro Skater, et sans doute l'un de ses plus fiers représentants. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette longue vidéo, on n'oublie pas le like et le petit commentaire, moi je vous envoie du good mojo, peace. Let's go.